Monsieur Claudel Joël Noubissi, vous avez soutenu votre thèse de doctorat en médecine, vous avez exercé quelques années, vous avez partagé vos expériences. On se rend compte qu'il est vital pour vous de partager au quotidien vos expériences, autant dans le domaine médical qu'extra-médical. Nous allons pour le moment rester sur le domaine médical avant de balayer de façon assez sommaire et exhaustive ce que vous faites en dehors. Donc parlons donc du médecin ou du docteur en médecine que vous êtes. Et vous avez pris sur vous la responsabilité de dire ce qui d'après vous fonctionne mal et qu'on pouvait améliorer. Maintenant, admettons qu'on vous mette dans une posture où vous pouvez améliorer les choses. Si on décide aujourd'hui que Dr Claudel Joël Noubissi est le doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales, la faculté mère en médecine du pays, qu'est-ce qui d'après vous poserait problème? Qu'est-ce que vous changerez dans notre système de formation du médecin? C'est une question qui est complexe. Déjà, je voudrais remercier tous ces aînés et surtout ces professeurs en médecine qui nous ont encadrés durant mon parcours médical. Parce que moi, j'ai fait l'Institut supérieur des sciences et de la santé de l'Université des Montagnes et la plupart de nos enseignants venaient de la faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundé. Et je serai toujours reconnaissant envers ces professeurs en médecine qui nous ont encadrés, qui nous ont montré ce que c'est que l'éthique, ce que c'est que la déontologie, c'est quoi un bon médecin. Donc, je dirais plutôt que le problème n'est pas un problème de personne. Je ne pense pas que si Claudel Noubissi a ce poste de responsabilité, ou mes aînés, ou mes encadreurs, ou les professeurs en médecine, ou nos maîtres sont en train de donner le meilleur d'eux pour que les choses soient bien faites. Si c'était Claudel Noubissi, les choses changeraient la semaine prochaine. Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que le problème est systémique, le problème est global. Et un seul individu pris singulièrement ne peut pas résoudre le problème. Parce que ceux qui sont à ces postes de responsabilité actuellement, qui sont mes maîtres, je n'ai pas plus de compétences que dans le domaine médical. Ils ont plus d'expérience que moi, ils ont roulé leur boss, ils ont la crédibilité scientifique, ils ont la notoriété, ils ont le lobbying. Mais au-delà de la formation médicale proprement dite, est-ce que tu ne penses pas, ou vous ne pensez pas qu'on pourrait aussi considérer une faculté de médecine comme une entreprise, pas forcément lucrative, puisqu'il s'agit de la gestion des personnes, de la gestion d'un patrimoine, d'une certaine histoire qu'il faut pérenniser et qu'il faut faire vivre. Avec votre expérience, avec bien sûr tout le recul et toute la considération que vous avez pour les maîtres et les enseignants, est-ce qu'il n'y a pas quand même 2 ou 3 petits points clés avec votre regard externe? Parce qu'on se dit, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous vous mettez dans une posture où on peut apporter des commentaires, je n'ai pas envie de dire critiques parce que ça semble péjoratif, oui. On peut apporter des commentaires aux aînés. Et on se dit que si vous êtes médecin, forcément, ces maîtres qui considèrent qu'ils vous ont formé ont aussi le devoir de suivre et d'écouter du moins ce que vous avez à dire concernant la gestion de la formation, de la carrière du médecin au Cameroun. Vu d'un regard externe, est-ce que vous ne pensez pas quand même, parce que vous imaginez bien que moi-même qui suis en face de vous, il y a des choses que je peux critiquer. Mais pour le moment, c'est moi qui fais l'interview. Donc, je peux me permettre de... Alors, est-ce qu'il n'y a pas 2 ou 3 choses aussi basiques, hein? Ça n'a pas besoin d'être de grands chantiers ou des choses qu'il faut complètement révolutionner tout le système éducatif. On commence quelque part. Donc, si vous arrivez donc maintenant d'être doyen, et quels sont pour vous les 2 problèmes qui sont essentiels? Parce que vous êtes à l'époque du numérique. Vos maîtres, par exemple, n'ont pas connu cette époque-là. Il y a des paradigmes qui ont changé autant dans la formation médicale que la prise en charge des pathologies. On essaye à la faculté avec les départements de médecine, comment ça s'appelle, d'informatique médicale qui prend encore. Est-ce qu'il y a des choses avec eux? Parce que vous êtes médecin, vous travaillez aujourd'hui avec des médecins qui sont sortis de ces écoles. Et ce n'est pas un tabou, il y a des choses que vous avez notées qui ne fonctionnaient pas.
et qui peuvent remonter à la période de la formation médicale. Est-ce qu'il n'y a pas de très humblement, est-ce qu'il n'y a pas deux ou trois choses sur lesquelles vous pensez qu'on devrait, pas forcément tout changer, mais sur lesquelles on devrait mettre l'accent pour faire du médecin le bon médecin? Parce que si vous êtes médecin aujourd'hui, vous avez déjà une autorité pour dire voilà ce que je pense qu'un médecin devrait être dans la société, voilà ce que je pense qu'un médecin peut apporter dans la société. Votre question reste pertinente comme la précédente et dans ma réponse, j'étais en train de planter le décor dans un premier temps. Comme pour dire que c'est toujours facile en externe de trouver qu'il y a des choses à corriger. Ça veut dire, si je reste juste en disant, bon, moi, si j'étais doyen, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ce serait ne pas prendre en considération toutes les contingences internes et externes auxquelles font face nos maîtres qui ont ces postes de responsabilité aujourd'hui. Une fois que j'ai planté le décor, une fois que j'ai expliqué que ce n'est pas une problématique individuelle, ce n'est pas dû à l'incompétence de quelqu'un à un poste qui ne fait pas ce qu'il doit faire, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui est dans un maillon d'une chaîne qui prend en considération beaucoup d'éléments qu'il ne peut pas totalement contrôler. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on peut corriger ou qu'est-ce que j'estime qu'on pourrait apporter de nouveau dans la formation du médecin au XXIe siècle ou à notre époque? La première chose, c'est de l'adapter par rapport aux évolutions scientifiques, technologiques, sociales de notre environnement. Aujourd'hui, si un événement se produit maintenant, vous allez avoir cet événement en ligne, communiqué dessus, avant que ça ne passe à la télévision. Sauf dans certains pays où la télévision est elle aussi dynamique parce qu'elle a su s'adapter. Chez nous, si par exemple il y a un patient qui est victime d'un drame, maintenant, comment est-ce que vous allez apprendre cela? La plupart des fois, vous allez apprendre cela sur Internet, sur les réseaux sociaux. Peut-être ça ne passera même pas à la télévision. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'information circule tellement rapidement que le médecin doit pouvoir comprendre le circuit de l'information. Parce que le médecin, c'est aussi de pouvoir comprendre quelle est l'information qui est véhiculée sur le médecin lui-même, sur sa profession, sur les structures hospitalières, sur sa formation. Parce que si le médecin ne comprend pas quel est le circuit de cette information, comment elle circule, quelle est la perception que les gens ont, il risque d'être dépassé. Parce qu'il va avoir face à lui des personnes qui ont une perception de lui-même qu'il ne comprend pas. Ça veut dire qu'en fac de médecine, il faut absolument que les étudiants en médecine soient confrontés très rapidement à la réalité d'Internet, des réseaux sociaux et de l'information telle qu'elle circule actuellement. Ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est une réforme qui n'est pas très complexe à mettre en place. Pourquoi? Parce que tous les étudiants en médecine sont sur Internet. Tous les étudiants en médecine sont sur les réseaux sociaux. Tous les étudiants en médecine, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ces livres sur la table. Et les enseignants alors, parce que vous parlez des étudiants en médecine, ça veut dire que vous allez créer un système où c'est l'étudiant qui devient le professeur? Non, j'en viens. J'explique comment ça peut se passer. Moi, quand j'étais en fac de médecine, moi, je n'avais pas les livres. Parce que les livres coûtaient excessivement cher. Vous aviez des livres qui coûtaient 200 000 francs, 150 000 francs, 300 000 francs. Il en fallait une trentaine, quarantaine par année. Donc, ce n'était pas possible d'acheter des livres de toutes les matières. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On se battait pour avoir des livres électroniques, d'avoir des livres électroniques dans nos machines, dans nos téléphones. Ça veut dire que les étudiants en médecine, y compris nos maîtres, qui bien évidemment, pour devenir des maîtres, ont eu à publier des travaux scientifiques dans des revues internationales. Ça veut dire que l'outil informatique est un outil qu'ils maîtrisent, ou du moins en partie. Il faudrait donc intégrer l'utilisation de cet outil en fac de médecine dès la première année. Il faut que l'étudiant en première année comprenne que il a commencé à devenir médecin en première année. Ce n'est pas quand il a soutenu. Parce que nous sommes dans une formation médicale où l'étudiant se dit que c'est quand il soutient qu'il devient médecin. Non. Au quartier, quand tu fais première année médecine, on sait que tu es docteur. La preuve, c'est que quand quelqu'un est malade, on dit que ouais, mon frère, il y a quelqu'un qui chauffe là, on lui donne quoi? Et toi, parfois, comme tu ne sais pas trop quoi lui dire, tu ne peux pas lui dire que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Comme on sait que tu es en fac de médecine, tu es quand même à la FMSB. Tu es quand même dans une école où on forme des médecins prestigieux qui, sur près de 50 ans, ont occupé les plus hauts postes de responsabilité, sont dans presque tous les hôpitaux. Donc parfois, tu es obligé de dire, prends le paracétamol, prends le médicament du palu. Je pense que c'est la fièvre typhoïde. Tu jongles alors que, au fond, tu n'as peut-être pas encore les aptitudes nécessaires pour le faire. L'étudiant en médecine
les maîtres doivent lui permettre de comprendre que dès la première année, il est déjà médecin. Parce que être médecin, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ce n'est pas lorsqu'on soutient qu'on devient médecin. Et comme il est déjà médecin, il faut déjà qu'il pose des actions en première année qui vont lui permettre progressivement d'être le médecin qu'on souhaiterait qu'il devienne après 7 ans. Et les actions qu'il peut poser, c'est qu'au début, c'est de sensibiliser. Au moins, ça, il peut le faire. Puisqu'en première année, on lui parle de l'anatomie. Vous savez qu'il peut parler de l'anatomie à la population. On lui parle de l'histologie, on lui parle de la physiologie. On lui dit comment le cœur fonctionne. Il peut sensibiliser les gens sur voici comment votre cœur fonctionne pour éviter d'avoir des problèmes ou alors liés aux maladies peut-être cardiovasculaires. Voici ce que vous devez faire. On peut contraindre l'étudiant en médecine à produire des contenus sur la physiologie et à communiquer dessus en ligne. Parce que vous vous imaginez 100 étudiants en médecine qui produisent des contenus chaque jour sur la physiologie, sur l'anatomie, sur l'histologie en ligne pour pouvoir éduquer le peuple. 7 ans après, ils auraient créé une communauté de personnes qui les suivent et ils seraient des médecins qu'on souhaiterait qu'ils deviennent, c'est-à-dire ceux-là qui éduquent avant de soigner. Moi, je pense que ça, on peut modifier ça dès maintenant. Ça ne demande pas une réforme particulière, ça demande juste que les maîtres prennent ça en considération et donnent cela comme un exercice à faire, tout simplement. Créez chacun vos pages ou alors mettez-vous ensemble pour le faire. Produisez des contenus où chaque jour, ce que vous voyez, vous communiquez dessus en ligne avec un langage qui est compréhensible pour les populations qui vous suivent en ligne. Ça permettra à ce que le patient comprenne que le médecin, désormais, ce n'est plus un marchand qui vend juste les médicaments. C'est quelqu'un qui a décidé résolument à contribuer à soigner nos populations en commençant par anticiper sur leurs problèmes de santé pour éviter que ces populations ne dépensent trop d'argent. Parce qu'on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas de couverture santé universelle, dont le patient doit dépenser lui-même pour se prendre en charge. Si l'étudiant en médecine contribue à sensibiliser, je pense que c'est une réforme qui peut entraîner une révolution dans la formation du médecin. La deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat médical. Aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. Il faut que mes confrères qui me regardent soient honnêtes envers eux-mêmes. Mes cadets, mes aînés, mes maîtres. Il faut que chacun se regarde dans la glace et se dise, ceux qu'on est en train de former actuellement, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ceux qu'on a formés déjà, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il faut qu'on fasse un bilan. La FMSB existe depuis tel nombre d'années, a formé tel nombre de médecins. Que sont-ils devenus? Où travaillent-ils? Comment est-ce qu'ils ont contribué à l'évolution du système de santé? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Et je pense que là, l'entrepreneuriat médical peut jouer un rôle important. Parce qu'on peut mettre en place des mécanismes qui vont contraindre l'étudiant en médecine dès la première année ou dès la troisième année, supposons qu'il finit d'abord ses séances fondamentales, à choisir une spécialité. Oui, on peut dire qu'en quatrième année, tu dois choisir une spécialité. Et dans les formations, on fait en sorte que tu sois orienté dans un projet. Ça veut dire que quand tu as fini les sciences fondamentales en quatrième année, tu sais déjà que je veux devenir ophtalmologue. Ça veut dire que les stages que tu vas faire doivent être faits dans des hôpitaux où tu es avec des ophtalmologues et tu dois avoir un projet que tu commences à mener à partir de la quatrième année qui va se développer en cinquième année, sixième année, septième année et tu vas continuer avec ce projet parce qu'il y aura déjà une communauté de personnes que tu auras créée qui te permettra de ne plus vouloir faire un concours de la fonction publique pour t'insérer parce que tu te seras déjà inséré dans la vie de tes patients, dans la vie des personnes qui ont besoin de ton savoir-faire. Et tu vas commencer à t'orienter beaucoup plus spécifiquement à être pointu. Tu ne vas pas attendre d'être médecin, qui a des compétences diversifiées dans tout, avant de commencer à dire je me spécialise dans quoi, je fais dans quoi. Donc, voilà les deux réformes que je mettrai en place ou que je recommanderais à nos maîtres de mettre en place